8 mois après l'investiture du président Radounar Mampian, l'élaboration du plan national de développement traîne. Le déblocage des aides extérieures ne sera pas effectif sans la présentation de ce plan. L'étranger qui avait agressé un père de famille à Analakil est retourné en prison après l'audience. Le verdict sera prononcé demain. Et enfin, l'Australie figure parmi les pays engagés auprès des États-Unis dans la lutte contre les djihadistes. Les autorités ont mené la nuit dernière une vaste opération antiterroriste. Une quinzaine de personnes ont été arrêtées à Brisbane et à Sydney. Avec Premium by Jovena, roulez plus, dépensez moins. Puissance, fiabilité, confort, économie. Nouveau, taux de soufre réduit dans notre gasoil. Jovena, le plein d'énergie. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une de l'actualité, le président Radounar Mampian, le premier ministre Koul Roger et le président de l'Assemblée nationale Jean-Max Rakut-Mamouns constituent le blocage des contrôles de constitutionnalité de certains groupes parlementaires au niveau de la HCC. Le président de l'Assemblée est le seul habilité à déposer une saisie auprès de cette institution. Et un mois avant la tenue de la deuxième session ordinaire, la HCC n'a pas encore été saisie. C'est un reportage de André Arson. 6 groupes parlementaires ont déclaré leur existence depuis. Il s'agit du VPM Malagas Miaramien, composé de 14 députés, le team avec 21 députés, le Parti vert, Leader Fanil et GPS ARD qui rassemblent chacun 5 députés et 20 députés pour le HVM. La Constitution de la 4e République interdit le changement de camp aux parlementaires. Si la mise en place des groupes parlementaires aurait dû être effective dès la première session ordinaire, sa clôture a été maintes fois reportée. Au niveau de l'Assemblée nationale, la liste des députés membres des groupes parlementaires est pour le moment confidentielle. Lancée pour quelle raison? Pour le cas du groupe parlementaire HVM, il rassemble les députés indépendants qui ont auparavant appartenu à certaines plateformes politiques. La clôture du dépôt des dossiers de constitution des groupes parlementaires est la seule issue pour mettre un terme au changement de camp de certains parlementaires. Le président de la République, Radounar Mampian, accompagné d'une délégation de ses proches collaborateurs, du ministre d'État Yves Rakoutvau, du ministre des Affaires étrangères Arsour Azafchim, du ministre des Transports Ulrich Andjiantine, ainsi que de plusieurs chefs d'entreprise, effectuera une visite officielle de 2 jours en France sur invitation du président de la République française, François Hollande. La délégation a quitté le pays ce matin. La rencontre avec le président de la République française, François Hollande, est programmée pour demain à 11h45. Par la suite, se tiendra une rencontre avec les membres du MEDEF, au Mouvement des entreprises de France. Et enfin, vers 16h, le président de l'Assemblée nationale française, Claude Barthelone, rencontrera le président Radounar Mampian à l'hôtel de Lassalle, jouxtant le Palais Bourbon. Le samedi 20 septembre, le président de la République sera l'invité spécial des compagnies Airbus et ATR à Toulouse. Les acteurs de l'industrie aéronautique à Madagascar seront à ses côtés pour l'occasion. Par la suite, le président de la République et une délégation se rendront au siège des Nations Unies afin de participer au sommet sur le climat et au débat général de l'Assemblée des Nations Unies du 22 au 25 septembre de cette année.
Il y aura également la participation de Madagascar à la conférence mondiale sur les peuples autochtones, ainsi que celle sur l'environnement et le changement climatique. Le président de la République recevra les plus hauts dirigeants de la compagnie Boeing le mardi 23 septembre 2014 en début de soirée. 8 mois après l'investiture du président Radonar Mapian, l'élaboration du PND, ou Plan national de développement, traîne. En dépit de la reprise des relations bilatérales avec plusieurs pays, les bailleurs de fonds ne font pas entièrement confiance à l'État malagasy. Aucune explication officielle n'a été émise sur le retard enregistré dans l'élaboration du PND. Le déblocage des aides extérieures ne sera pas effectif sans la présentation du PND ou Plan national de développement. L'État ne semble pas pressé d'élaborer ce document. Pourtant, il conditionne la confiance des bailleurs de fonds quant à la bonne utilisation des financements d'après Radzon David, analyste politique. En effet, le Plan national de développement détaille la mise en œuvre de la politique générale de l'État. Le retard de la présentation du PND semble refléter les défaillances perçues dans l'élaboration de la politique générale de l'État. La reprise de la coopération bilatérale des bailleurs de fonds reste au stade de promesse de financement. Le défilé des ambassadeurs ne signifie pas le retour des financements. Mais d'un autre côté, les bailleurs attendent aussi qu'il y ait quand même réalisation des promesses faites par le régime en place pour pouvoir débloquer les finances en matière de développement, par exemple. Ils attendent aussi l'élaboration d'un projet de développement, un programme, pour qu'ils puissent financer les différents projets établis dans ce programme. Une dizaine d'ambassadeurs a présenté leurs lettres de créance depuis ces dernières semaines, dont ceux d'Australie, d'Espagne, de Vietnam, de Sénégal, de Congo et de l'Union européenne. Rompue en 1975, la coopération bilatérale reprend avec la nomination d'un nouvel ambassadeur. Quant à attendre et voir les financements des bailleurs de fonds, leur déblocage ne sera effectif qu'en 2015. Depuis un mois, l'offre de nombreuses boucheries de la ville a baissé de moitié pour la viande de zébu. L'approvisionneur serait handicapé par la stricte surveillance d'exercer sur les routes nationales. La hausse des taxes d'exportation prélevées sur la viande n'y serait pas aussi étrangère. C'est un reportage de Zora Kouchenjin. Où est passée la viande de zébu? On n'en voit plus beaucoup dans les boucheries. La Chine est actuellement grande importatrice de la viande de zébu malgache. Il n'en reste plus suffisamment pour la consommation locale. L'offre des boucheries d'Alalakil a baissé de plus de la moitié en ce qui concerne la viande. Tel ce boucher qui se désole depuis 15 jours, on craint une crise de viande, affirme-t-il. Les malgaches ne peuvent plus se payer de la viande à cause de son prix. C'est pourquoi les Chinois se sont proposés d'en acheter. 56 000 zébus par mois se trouvent sur la route nationale 7. Depuis le mois de janvier, 75% de ces zébus sont transportés par camion. Le contrôle des gendarmes a réduit le quota jusqu'à 40%, dont les 15% sont retenus dans les fourrières, notamment à Ius, Fianarantsu, Ambouch et Antanfoot, en raison d'illégalité ou de falsification de documents. Le flux des bovidés vient du sud pour gagner le nord, passant par Antananariv, Tuamas, Nvatva, Fitvnan. Ils seront par la suite achetés par les Chinois, les Vietnamiens, comme on peut le prouver sur le chemin de Woodvoorn. Néanmoins, l'enquête de la gendarme n'est pas encore close. La filière se trouve aux effets de pullulement des marchés noirs ou des ventes de zébus dépouillés. En dépit de cette situation, le prix de la viande n'a pas encore augmenté. L'étranger qui avait agressé un père de famille à Nalaké est retourné en prison après l'audience. Le verdict sera prononcé demain. Par contre, d'après des sources proches de la police, un autre étranger fait actuellement l'objet d'une enquête pour avoir agressé un vieil homme. Maître Ancharazaf Manatsu affirme qu'une loi régit les situations de ce genre. C'est un reportage de Michel Aranardzon.
Le Français a eu affaire avec la justice ce jour pour agression. Il avait agressé un père de famille gardien de parking à coups de tête et à coups de poing. Opérateur économique de son état, il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt et mis en détention préventive à la maison centrale d'Intanmour. Il a été jugé ce jour vers 13h avant d'avoir repris le chemin de la prison en attendant le verdict prévu demain. Maître Anchrazaf Manantsou, vice-président de l'Assemblée nationale, explique qu'une loi régit les situations de ce genre. C'est aussi une question de respect des droits de l'homme, ajoute-t-elle. Le second étranger américain avait agressé un agent de la commune urbaine d'Antananarivo, âgé de 60 ans et plus. La police nationale n'a pas voulu donner d'amples explications sur l'affaire. Aucune information ne peut être communiquée, murmure un responsable. L'enquête est en cours. Des journaux ont publié la photo de la victime au visage tuméfié. Son agresseur aura eu plus de chance, il n'a pas connu la prison. Deux poids, deux mesures, une histoire à suivre. Et on passe maintenant aux actualités internationales. Alors que les Écossais se rendent aux urnes pour un scrutin historique, le Premier ministre Alex Salmond s'est imposé comme la figure politique qui incarne le référendum. À Édimbourg, rien ne laisse présager que le pays est à la veille de ce qui pourrait devenir l'un des jours les plus marquants de l'histoire de l'Écosse. Pas de militants et peu d'affiches ou de signes ostensibles en soutien de l'un des deux camps. C'est un reportage de France 24. Elles sont plus de 5000 urnes à avoir pris place dans les bureaux de vote. Au total, près de 4,3 millions de votants sont attendus pour décider de l'avenir de l'Écosse. Parmi eux, certains ont préféré voter par voie postale entre le 27 août et le 2 septembre. Les organisateurs attendent près de 80% de participation. Condition sine qua non pour pouvoir mettre son bulletin dans l'urne, être résident écossais. En effet, tout citoyen britannique du Commonwealth ou de l'Union européenne est autorisé à voter à condition de vivre sur le sol écossais. Le scrutin est également et pour la première fois ouvert à tous les jeunes de 16 et 17 ans, soit 124 000 personnes. Les membres des forces armées britanniques peuvent eux aussi s'exprimer à condition d'être inscrits sur les listes électorales écossaises. Ainsi, de nombreuses célébrités comme Sean Connery, Vivienne Westwood ou encore Ken Loach, qui ont pris position pour l'indépendance, ne pourront voter car elles ne résident pas en Écosse. À 22h, les 2608 bureaux de vote fermeront leurs portes. C'est alors que tous les bulletins seront envoyés vers les centres de dépouillement de chacune des 32 circonscriptions. Les résultats officiels devraient alors être communiqués vendredi matin à Édimbourg avant d'être annoncés publiquement. Les résultats de certains centres de dépouillement pourraient cependant mettre du temps à arriver à cause de l'isolement de quelques bureaux de vote et ainsi retarder l'annonce des chiffres officiels. Mais parmi les pays engagés auprès des États-Unis dans la lutte contre les djihadistes figure l'Australie. Les autorités ont mené la nuit dernière une vaste opération antiterroriste. Une quinzaine de personnes ont été arrêtées à la fois à Brisbane et à Sydney. Un groupe proche de l'organisation de l'État islamique a envisagé, selon la police, de commettre des meurtres de civils. C'est toujours un reportage de France 24. L'opération est sans précédent. Des djihadistes directement liés à l'organisation de l'État islamique auraient projeté de commettre des assassinats sur le sol australien. C'est l'information que nous avons reçue. L'exhortation, la demande directe venait d'un Australien apparemment assez haut placé au sein de l'organisation de l'État islamique. Il a exhorté les réseaux de soutien en Australie à perpétrer sur notre sol des meurtres publics. Selon la télévision publique australienne, des membres de la cellule ciblée avaient l'intention d'enlever un individu lambda, de le décapiter sur la place publique avant de mettre la vidéo de son exécution sur les réseaux sociaux. La semaine dernière, la police avait déjà relevé le niveau d'alerte dans le pays. Vous savez, c'est un sérieux problème qui touche le cœur de notre société. Des personnes qui prévoient de fomenter des attaques terroristes. Aujourd'hui, nous faisons en sorte que cela ne se réalise pas. Nous avons empêché qu'une attaque puisse avoir lieu. Mercredi, la police a également mis la main sur un transfert de fonds suspect, 9 millions de dollars que la famille du terroriste Khaled Sharouf tentait d'envoyer en Turquie et au Liban. Khaled Sharouf, c'est cet Australien qui a dernièrement fait parler de lui en postant sur la toile des photos de son fils brandissant une tête décapitée. Cette opération antiterroriste intervient quelques jours après que l'Australie s'est engagée à prendre part à la coalition mise sur pied par les États-Unis pour combattre les djihadistes en Irak et en Syrie.
600 hommes devraient être envoyés aux Émirats arabes unis pour préparer les opérations. Un petit rappel de programme avant de vous quitter. L'émission Mekamag, juste après ce journal, suivi toujours de 2 films, Underworld 2 et Dead Drop. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre fidélité à Cool TV. Prochain rendez-vous de l'information demain. Excellente suite de programme. Au revoir.